Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle conférence du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Gard. Donc, après l'intervention la 27 septembre dernier sur l'habitat participatif avec un exemple montpellierien, nous allons continuer à explorer cette question de l'habitat de manière un peu moins conventionnelle avec Romain Pichon qui vient ce soir nous parler de ce qu'il nomme l'habitat intermédiaire et il va le définir aisément. Cette notion d'habitat intermédiaire, elle a des différences selon les professions, les spécialités, et elle désigne bien une manière d'habiter autrement, alors parfois plus économe en foncier, en transport, en énergie pour certains, et plus proche des commerces et des services aussi. Pour d'autres, c'est aussi une manière d'habiter de manière plus sociale, plus inclusive pour des personnes marginalisées d'ordinaire. Et en réalité, toutes ces dimensions, aussi bien objectives que sociales, elles sont consubstantielles, si vous voulez, elles sont liées, puisque les conditions objectives font que les relations sociales sont favorisées dans bien des cas. Donc, à côté de la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire ce qui passe commande d'une œuvre, d'une réalisation, d'un ouvrage dedans, à côté aussi de la maîtrise d'œuvre, ce qui imagine le projet et en dirige la construction, il y a cette maîtrise d'usage qui est liée à l'expérience des habitants, à leur connaissance des lieux, et l'intérêt commence à être pris en compte dans les politiques publiques notamment. Donc Romain Pichon est à plusieurs titres tout à fait légitime pour en parler, d'une part par un travail de recherche qu'il a longtemps orienté sur cette question et qui lui a permis d'étudier sur un temps long des cas précis dont il va nous parler. Et il est toujours enseignant en sciences sociales, ce qui lui permet de poursuivre le débat. Et d'autre part, par sa pratique professionnelle liée à la gestion de l'habitat collectif, et en tant que chef du service politique de la ville à Arras, il est en prise directe avec la réalité et également confronté à l'urgence et à l'arbitrage des choix qui sont privilégiés pour apporter un meilleur cadre de vie aux populations. Donc merci à vous tous par votre présence. Et merci surtout à Romain Pichon de l'accueil qu'il a réservé à notre demande et du temps qu'il a pris pour la préparer. Merci. Merci à vous. Bien, alors on m'a dit que je devais prendre le micro pour l'enregistrement. J'espère que ça ne va pas vous assourdir, mais en tout cas, voilà, l'idée est d'essayer de passer un petit peu de temps ensemble. Pour discuter d'un sujet à part entière, Pascal l'a excellemment résumé, et peut-être d'y venir un peu plus en détail, ou en tout cas, voilà, vous livrer quelques années de réflexion, de recherche, d'inspiration, voilà, je dirais, sur le sujet, et puis surtout d'en discuter avec vous. Voilà, j'ai cru comprendre que par l'intermédiaire du Conseil d'architecture et d'environnement, mais en général, dans la région, il existait une dynamique, ou en tout cas une volonté de dynamique peut-être sur une forme d'habiter autrement, une prise de conscience, peut-être aussi, sur la non-durabilité, de la manière dont on habite, de la manière dont on se déplace, et donc peut-être l'envie, à un moment donné, de regarder des modèles qui existent, de les mélanger les uns avec les autres, d'en inventer de nouveaux, ou au contraire, c'est plutôt l'angle que je vais vous présenter aujourd'hui. Pourquoi pas regarder un peu dans le rétroviseur et dire tiens, il existait des choses qui ne sont pas forcément inintéressantes il y a quelques dizaines d'années, et peut-être bien que des personnes, en le sachant ou pas, ont réinvesti un peu voilà, ces modèles qui pouvaient exister, d'inspiration politique concrètement, mais l'idée de faire du prosélytisme, c'est de dire tiens, voilà, il existait ça, c'est vraiment une démarche à la fois d'historien et de sociologue, on parle de socio-histoire, on parle d'aménagement du territoire, tout ça s'implique un peu pour voilà, essayer de trouver un peu d'inspiration. C'est pour ça que je parlais d'inspiration sur d'éventuels nouveaux modèles. Avant tout, tout le monde se remercie, tout le monde se congratule, et dans ces cas-là c'est plutôt bon signe, ça veut dire que chacun est heureux d'être là pour des raisons différentes. C'est évidemment un plaisir de faire quelques kilomètres pour venir échanger un peu de ces
de ces questions-là. Et donc vraiment là l'idée n'est pas forcément que, sauf si vous voulez, mais que je déroule un monologue d'une heure. Soyons voilà, dans la participation, je vous parlais de participation des habitants, l'idée tant qu'à faire c'est que l'échange puisse être aussi participatif que possible, et donc n'hésitez pas à me couper, à être en désaccord, à poser des questions, à demander des précisions, à me disputer si je dis des bêtises. En tout cas l'idée c'est de pouvoir échanger un peu ensemble. Désolé pour le petit retard, on a souhaité avec Pascal laisser un petit peu l'opportunité aux gens qui viendraient de loin de pouvoir nous rejoindre. Et de toute façon, moi je viens d'Arras, et Arras a une petite tradition qui s'appelle le quart d'heure aragois. Je pense qu'il a été inventé à Arras, très probablement. Ce qui donne un jour le quart d'heure du mois peut-être. Qui fait que, voilà, quand on se donne rendez-vous à 18h, on commence à 18h15. Et donc, à ce titre, nous étions à l'heure et nous allons donc pouvoir commencer à discuter un peu de ce sujet-là. Bon. Il s'agissait de réfléchir un peu à la manière, et ça je le dis un peu plus librement ici que dans un cadre universitaire, à la manière dont on pouvait essayer de trouver des pistes de solutions sur des orientations qui peuvent être inspirantes en termes de critique de modèles. Voilà. Il existe aujourd'hui des modèles définis, qui sont d'organisation, d'aménagement, des modèles de choix et de convictions politiques. Et puis nous avons des penseurs, des auteurs, des porteurs de projets, des personnes qui réfléchissent un peu à certains sujets et qui disent c'est peut-être pas aussi binaire que ça, c'est peut-être pas aussi simple que ça, c'est peut-être pas blanc ou noir, il y a peut-être toute une série de nuances entre deux. C'est ce que Morin va appeler la troisième voie, c'est ce que Proudhon a pu développer dans ses écrits, c'est ce que des militants associatifs peuvent porter comme une voie un peu intermédiaire. Et j'entendais déjà tout à l'heure quelqu'un qui s'interrogeait sur le concept d'intermédiarité. On va, comme promis, y revenir. Donc, je parlais de modèles. Effectivement, aujourd'hui, pour habiter, on a essentiellement deux modèles, j'y reviendrai un peu plus en détail. Un modèle plutôt d'ordre pavillonnaire, et souvent dans une situation qui est périurbaine, qui interroge les chercheurs en aménagement du territoire, en sociologie, les habitants, les maires de communes rurales ou semi-rurales en proximité de grandes villes. Vous avez déjà dû entendre le concept de ville dortoir, forcément. Bon, voilà, moi je rencontre des maires qui se disent tiens, mince, mon village est en train de devenir un grand camping en dur, et malheureusement je ne vois pas mes administrés, je ne sais pas qui ils sont. Et puis en même temps, à d'autres endroits, parfois pas très éloignés, nous avons des premières couronnes denses, construites les unes sur les autres, que l'on a appelées, il fut un temps, les villes neuves, notamment d'Arras, des villes neuves d'Ascq, des villes urbaines, un petit peu plus beau, qui interrogent, vous le savez, encore à d'autres niveaux. On en parle souvent de manière caricaturale pour y évoluer dans ces quartiers souvent bâtis hauts. C'est pas aussi dramatique, mais en même temps, il ne faut pas non plus nier ce que la concentration d'habitat et ce que l'éloignement de certains services publics peut entraîner comme conséquence. Bon, une fois que l'on a dit ça, on peut retourner allumer Netflix ou partir naviguer sur des sites internet pour passer le temps, où on peut se dire tiens, essayons de réfléchir un peu au sujet, de structurer un peu tout ça, et de proposer des choses, et en tout cas d'échanger des choses avec des acteurs, avec des habitants, et surtout de se dire tiens, c'est pas le tout de prétendre trouver, rénover, dépoussiérer, inventer un modèle, qu'importe, ce n'est pas là pour la gloire. C'est plutôt l'idée de se dire tiens, quelles peuvent être les conséquences positives de cette manière plutôt intermédiaire d'habiter entre l'alternative et le pavillonnaire, j'y viens. Quelles peuvent être les conséquences positives pour celles et ceux qui y vivent? Parce qu'en fait, c'est ça le sujet, c'est ça l'important. C'est les gens qui habitent à l'intérieur de ces espaces-là. C'est la vie des personnes qui ont pu connaître des difficultés
qui peuvent être fragilisés par la vie et pour qui, peut-être, ce modèle d'habitat peut représenter pas une solution, soyons raisonnables, une possible opportunité, et c'est pas un modèle finalement que l'on a inventé à Québec ou en Suède il y a 10 ans, c'est un modèle qui est déjà, on étudie l'histoire depuis quelques temps et on va y venir. Je passe donc de l'autre côté de l'ordinateur pour introduire un petit peu toutes ces affaires. Alors pourquoi ce sujet? Bon, je vous l'ai dit, excusez-moi monsieur, je ne peux pas faire de catastrophe sur votre matériel. Je ne bougerai plus. Pourquoi ce sujet? Bon, parce que vous avez cru l'entendre, peut-être, j'ai tendance à le considérer comme un peu important. Beaucoup d'autres sujets, je vais y venir, sont importants, dans le sens où j'ai dit que j'ai lu beaucoup les sciences scolaires. J'aime beaucoup aussi l'archéologie, l'éthologie et d'autres affaires. Mais ce qui est intéressant avec ce sujet-là en particulier, et je dirais avec les sciences humaines en général, c'est quand même leur portée universelle. La manière dont on peut extrapoler certains éléments de réflexion sur des cas concrets, sur des sujets concrets, on va parler d'habitat, et la manière dont on peut extrapoler les réflexions que l'on mène avec une étude de cas qu'est le logement, et la manière dont on peut l'appliquer sur d'autres sujets. Et vous verrez qu'en ouverture, on se dit tiens, ça interroge ça aussi. Et ça, peut-être que du fait, ça bouge un petit peu les lignes et qu'on peut envisager d'une autre manière ce sujet-là. C'est le but de la science. Essayer de réfléchir à un petit morceau, essayer de faire avancer un peu le curseur sur un petit bout de sujet, et laisser d'autres s'emparer de ce petit bout de sujet un peu plus avancé qu'avant, pour eux-mêmes remettre un petit coup de curseur, et c'est comme ça que, d'une certaine manière, l'on avance. Je pense vraiment que c'est une étude à portée assez universelle. Elle interroge les relations des gens les uns avec les autres, elle interroge l'aménagement du territoire, elle interroge son accessibilité, elle interroge la vision, je dirais, intellectuelle qui est la nôtre depuis quelques dizaines d'années. Il y a un vrai sujet. Et puis, vous allez le voir, la manière dont je définis l'intermédiarité, le concept d'habitat intermédiaire, elle est éminemment tournée vers les gens. Elle est éminemment tournée vers les personnes qui habitent dans ces espaces particuliers, qui ont chacun des parcours de vie spécifiques, comme c'est le cas pour chacun d'entre nous dans cette salle, mais qui, en passant, du moins de ce que j'ai observé, peut-être que je me trompe, mais de deux côtés de l'Atlantique, j'ai cru comprendre la même chose. Des personnes qui, passant dans cette typologie d'habitat, parce que finalement c'est une typologie d'habitat, qui réussissent effectivement à avoir un parcours inclusif qui est assez étonnant, très positif, particulièrement intéressant. Bon, promis, nous ne revenons pas en CP ou en CE1. Je ne vous refais pas l'histoire de la sédentarisation et de tout ce qui s'ensuit, mais quand même, on ne peut pas parler du concept d'habiter sans remettre ça un peu en perspective d'un point de vue socio-historique, historique en particulier, mais socio-historique derrière aussi, pour dire finalement que la définition de sapiens telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est aussi corollaire du fait, à un moment donné, de se poser sur un endroit, de créer des liens avec cet endroit, d'organiser son espace physique et social au regard des particularités de l'endroit en question, le fait de réussir à se fixer quelque part. C'est ça, avant tout, le fait d'habiter, se fixer quelque part. Passer d'un mode nomade, pour le coup, où on suit des cycles naturels et d'autres animaux, à un
un moment où la mobilité est moindre et où du fait le temps possible à disposition pour s'investir sur l'endroit dans lequel on va venir, revenir, revenir encore, et finalement s'habituer à évoluer sur place, c'est la vie. On va commencer à améliorer son cadre de vie, on va commencer à baliser certains morceaux de terre, certains espaces, on va commencer à leur donner des destinations. Certains espaces resteront polyvalents, mais d'autres vont avoir des destinations propres. Voilà, sur cet espace-là, on met de l'élevage. Sur cette partie-là de la maison, on met les animaux. Sur cette partie-là, on cuisine. Sur cette partie-là, on travaille. On va commencer à donner des destinations à ces espaces. Progressivement, avec le fait que les gens habitent, ont commencé à habiter dans l'histoire, on commence à avoir les éléments de la définition du territoire. Un espace physique, géographique, sur lequel se fixent des activités humaines. Non pas que les territoires, effectivement, en soi, n'existaient pas avant, ce serait bête de dire ça, mais les éléments de la définition théorique du territoire commencent à prendre corps avec le fait d'habiter. Voilà, c'est ce qui commence à donner sens. Et ensuite, vous comprenez, et je fais le geste, c'est un cercle vertueux. À partir du moment où on définit le territoire, on l'identifie également à une échelle plus importante et on se reconnaît entre membres appartenant au même territoire. Et voilà, l'histoire humaine commence. On produit, et on produit non seulement pour la satisfaction nécessaire des besoins du groupe qui s'est fixé sur ce territoire-là, mais comme les rendements s'améliorent avec l'agriculture, on produit plus. Et donc on est en capacité de commencer à échanger. Et donc en commençant à échanger, on va commencer à développer une organisation. C'est comme ça que les villes naissent. Et pour savoir à un moment donné dans quelle mesure on échange ce que l'on échange et ce qu'on reçoit en retour de ce que l'on offre, on commence à faire des petits traits sur des galettes d'argile et on invente l'écriture. Et avec ça, on invente l'histoire. Vous voyez ? Je ne la refais pas, mais il y a un déclenchement, et ce déclenchement, à mon sens, j'ai peut-être tort, c'est le fait d'habiter, c'est le fait de se fixer sur un territoire. Vraiment un élément, à mon avis, corollaire de l'évolution humaine, qui, ancestralement, avait vocation à créer un repère, aéreux. Un endroit où on sent en sécurité, le front de la grotte gauche, là où les ours peuvent un petit peu moins bien nous chercher. Créer son propre repère. Et ce repère-là, très ancien, on garde tous un petit bout de notre reptilien de cette affaire-là. En conscience ou pas. Et notre maison, c'est mécaniquement, et je pense que quelqu'un viendra en parler au même moment, probablement mieux que moi, c'est mécaniquement sa sécurité, son identité, j'y reviendrai rapidement, mais c'est sa sécurité, son espace connu, l'endroit où on se sent libéré d'une certaine manière, quelques conventions, pourquoi pas, mais avant tout en sécurité. Et puis c'est aussi un repère, avec la seconde orthographe. L'idée de se dire, tiens, je peux partir, parce que je peux revenir. Pendant le train très tôt ce matin à Arras, je suis parti le cœur léger, non seulement parce que j'allais vous rencontrer, mais aussi parce que je savais que demain soir, je rentre à la maison. Et que j'ai un endroit où revenir. J'ai mon repère, et puis j'ai un repère très fugace. La rue où se situe ma maison, elle est bien loin physiquement en ce moment même. Mais je sais qu'elle existe. Je sais que la maison est là. Et donc, je suis plus confortablement venu à Nîmes pour parler, étant donné que j'ai ce repère dans lequel je prendrai repère à Ireux demain soir en pensant à vous.
L'espace, l'habitat, c'est aussi fixer ce que l'on est. J'imagine, sauf si tout le monde se meuble chez un gérant de l'enseigne immobilière suédoise, mais je suis pour autant à peu près sûr que chacune de nos maisons ou de nos appartements diffèrent d'une manière ou d'une autre les uns des autres, naturellement. Pourquoi? Et parce que ces espaces-là, ils sont aménagés en fonction de notre sensibilité, en fonction de notre histoire, en fonction des sujets qui nous intéressent, en fonction des choses que nous avons fait, que nous faisons ou que nous ferons. Et donc, habiter, c'est aussi fixer ce que l'on est. C'est aussi, d'une certaine manière, projeter sa propre image, parfois ses propres défaillances, proportion gardée, j'y reviendrai. En tout cas, c'est la sphère de l'intime, c'est la sphère du personnel. Et c'est pour ça que travailler l'habitat, finalement, revient à travailler une partie de l'essence même de ce que sont les gens, de ce qu'est une personne. C'est son cocon. Et quand on connaît le cocon, quand on travaille le cocon, on a un peu plus de connaissances sur ce qui se passe à l'intérieur et sur la personne qui l'a fabriqué. Aujourd'hui, je l'ai dit, pour habiter, on n'a pas énormément de solutions possibles. C'est évidemment caricatural, j'aime bien jouer de la caricature, les messages passent beaucoup plus facilement, mais il s'agit ensuite de les expliquer un peu. Pour les personnes qui sont actrices de cinéma, vous reconnaîtrez peut-être une des scènes cultes du film Edouard Romain d'Argent, Tim Burton, qui revient, j'ai choisi cette photo volontairement, qui revient vraiment très bien sur le phénomène pavillonnaire, en fait. Vous voyez, de manière très caricaturale, hein, pour le coup, et aussi un peu dénoncée en fait, par le réalisateur, les personnes sortir à la minute près, tous en même temps de leur maison, qui pour autant a une couleur un petit peu différente de celle du voisin, mais en fait est exactement la même, vous le voyez. Et puis, monter dans sa voiture, qui là aussi est une couleur un peu différente de celle de son voisin, mais est pour autant la même. Partir en même temps au travail, et le soir venu, revenir en même temps à la maison. Vous comprenez l'idée. Pour autant, au-delà du message qui est passé par le réalisateur et par de toute façon de nombreux urbanistes et sociologues urbains, le système pavillonnaire évidemment interroge beaucoup en termes de consommation de foncier, en termes d'artificialisation des sols, et là je parle du point de vue urbanistique, interroge également bien évidemment du point de vue social. Mettons, tant qu'à faire 4 mètres de tuya des jardins urbains, on sera certain d'être réduit par le voisin. Interroge aussi en termes plutôt là de vie locale, de sociologie locale, où, comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, je rencontre des maires qui sont inquiets sur le sujet, qui sont contents, ça permet de faire une jolie scène de sport, mais qui sont un peu inquiets parce que quand on fait la soirée crête du village, il y a les quelques habitués qui viennent, mais le nouveau couple là-bas qui s'est installé au bout de la rue, pas moyen de le voir. Donc pourtant, on essaie de les inviter, tout ça, mais compliqué. Ça interroge aussi, bien sûr, et là en tant que chef de projet politique de la ville, moi je le vis au quotidien ou presque, la question des déplacements urbains. Je suis chef de projet sur un quartier politique de la ville qui reçoit la gare d'Arras. Gare d'Arras qui est de plus en plus attractive pour des personnes qui vont travailler sur Paris. Nous ne sommes qu'à 50 minutes de là. Je vous laisse imaginer les pressions en termes de stationnement et de circulation aux quelques horaires clés de la SNCF vers notre capitale. Bon. Ces personnes-là, quand on les interroge, elles ne viennent pas de la rue d'à côté. Souvent, elles viennent de la première couronne rurale de la ville d'Arras, des villages de quelques centaines d'habitants qui offrent effectivement un cadre de vie très sympathique, mais qui, du fait, voilà,
pose un certain nombre de questions. Et puis à droite, là pour le coup un modèle tout à fait inverse, une concentration, une construction de la ville sur la ville. Alors si je m'arrête là, concentrer les habitations les unes aux autres ou les unes sur les autres et construire la ville sur la ville, c'est plutôt les orientations qui semblent être les bonnes en termes de respect de politique foncière, en termes d'aménagement de la ville sur des espaces fonciers qui sont relativement sous pression. Bon, si c'était si simple, on s'arrêterait là, on aurait trouvé potentiellement le modèle du centre-ville. Bon. Mais bien sûr, l'actualité nous rappelle régulièrement, les chiffres de la politique de la ville nous rappellent régulièrement, ce sont souvent des endroits qui, historiquement, ont été vraiment des espaces pour créer de la rupture dans la pression démographique qui pouvait exister à l'époque et qui, progressivement sont devenus, à tort ou à raison, des espaces tantôt stigmatisés, tantôt effectivement en difficulté, et ça on ne peut pas le nier. Les dizaines de quartiers prioritaires de la politique de la ville du ministère de l'égalité des territoires aujourd'hui sont bien géographie prioritaire parce qu'il existe des raisons, et donc là aussi, pour le coup, ça pose un certain nombre de questions où finalement certaines études démontrent que dans du très grand collectif, on n'a pas toujours conscience de l'identité visuelle, et ne serait-ce de ce à quoi ressemble la personne qui partage son palier. Donc c'est-à-dire que des réflexions que l'on pourrait finalement attendre plutôt du pavillonnaire, en fait s'applique aussi d'une certaine manière sur du très grand collectif. Attention! Vous avez du pavillonnaire en milieu périurbain, construit dans des normes écologiques, urbanistiques, et aménagé de telle manière à ce que les maisons soient communicantes les unes avec les autres, qui sont des modèles absolus. Vous avez par ailleurs des cités de grands collectifs qui donnent des miracles en termes d'organisation sociale, d'appropriation par les gens de leur cadre de vie et de très belles coopérations entre la force publique, la force habitante et la force associative. Tout est à mettre, bien évidemment, en perspective. Je ne dis pas que ces deux modèles sont les grands méchants de la politique d'urbanisme. Pour autant, ces deux modèles posent quand même des questions et sont, d'une certaine manière, de choix, à titre personnel, j'estime un peu radical en termes d'opération d'habitat. Donc moi, quand je trouve quelque chose de radical, quand quelque chose me pose question, on ne se refait pas, j'ai fait des études d'histoire, je regarde dans le rétroviseur. Et dans le rétroviseur, on constate un certain nombre de choses. Majoritairement, deux idées, je dirais, relativement transpartisanes, un peu moins pour la deuxième. C'est l'idée, déjà de dire qu'à un moment donné, dans notre grande histoire, il a été des moments où on a pris conscience, de l'importance d'habiter, et l'habiter, du fait de fixer des populations sur un endroit, de l'importance que ce sujet pouvait avoir sur la vie des personnes qui y habitent. Ça paraît tout bête de dire, mais c'est bien parfois de rappeler quelques lieux communs, de dire, tiens, si naturellement on s'intéresse à la manière dont les personnes habitent, et si éventuellement on accompagne sur certaines réformes structurelles, sur certaines propositions un peu ambitieuses, la manière dont les gens habitent, naturellement, ça aura une influence sur la vie des personnes qui sont concernées. Et ça, assez rapidement, après le début de son règne,
Napoléon III s'en rend compte. On a quelques anecdotes, entre guillemets, de certaines visites qu'il fait à Paris ou dans des villes proches de Paris, et qui, selon les écrits de l'historien, le choquent vraiment fondamentalement. Voilà. En termes de misère humaine, en termes des flux, enfin voilà, sur des choses qui sont vraiment très très concrètes, en termes de bâti, où vraiment, à cette époque, malgré la révolution industrielle galopante, on vit encore parfois dans des conditions qui se rapprochent pratiquement des origines de l'évité, quoi. Voilà. Voire moins confortablement parfois que dans certaines magnifiques mousses de l'avenue Georges Brassens à l'époque. J'étais au musée de l'Humanité tout à l'heure. Je le place. Très belle opération au passage. Tout ça pour dire effectivement que dans ce contexte de révolution industrielle et de progrès technologique, il se rend compte que certaines personnes sont complètement en dehors de cette dynamique-là et vivent dans des conditions qui sont vraiment effrayantes. Et donc, de manière critiquable, on ne fait pas l'histoire, Napoléon III décide d'un certain nombre de grandes réformes d'un point de vue urbanistique, d'un point de vue hygiéniste, d'un point de vue structurel en termes d'urbanisme, avec, voilà, comme ça, je ne suis pas le seul, vraiment une vision finalement très paternaliste. On va expliquer aux gens quand même la manière dont il faut habiter, ce qu'il faut faire pour être propre, ce qu'il faut faire pour ne pas attraper de maladie, ce qu'il faut faire pour ne pas embêter son voisin. Ça part, on peut l'imaginer, d'une intention louable d'être au service des gens qu'il a pu rencontrer pendant cette visite, visiblement. Mais on a effectivement une approche qui est très descendante, d'une certaine manière. Je le précise et je la qualifie comme ça parce que vous verrez tout à l'heure que je vais plutôt vous parler de réflexions qui sont ascendantes. On a quelques temps plus tard Monsieur Fourier. Alors, ces deux personnes-là, je suis désolé, je n'ai pas trouvé de photo plus souriante. Visiblement, il s'agissait de faire un petit peu sérieux sur les gravures ou les photographies anciennes. Mais ils ont quand même fait, ou en tout cas essayé de proposer des choses un peu sympathiques, ces gens. Fourier nous propose le phalanstère, autrement appelé palais du peuple. Quand on s'est grandiloquent comme ça, je fais un pas de recul, je me dis, bon, le palais du peuple, qu'est-ce à quoi? Le palais du peuple, dans l'idée, je dirais, un peu globale, c'est ni plus ni moins qu'organiser finalement une communauté d'habitants. Ça va, personne ne me crie dessus, je sais que le mot est très connoté ici. J'y reviendrai. Moi, quand je vous parle de communauté, c'est-à-dire je fais de lapsus, c'est au sens anglo-saxon de community, qui n'explique pas exactement la même chose, mais on y viendra. Mais en fait, d'une certaine manière, je ne dis pas que Fourier a inventé le community anglo-saxon, mais dans les fondamentaux, vous le retrouvez. Voilà. Ce sont des organisations spatiales qui permettent à des ouvriers, pour le coup la Monnier, c'est le socialisme utopique, de vivre dans des conditions qui sont meilleures, y compris en termes de confort, y compris en termes d'équipement, sur des espaces qui mécaniquement, vous le comprenez, à partir du moment où ils sont partagés, plus grands, parce que ce dont Napoléon III se rend compte aussi à l'époque, c'est que les logements, non seulement en plus d'être même plus vétustes, c'est l'équivalent du bidonville actuel, sont également particulièrement étroits au regard de la taille des familles de l'époque. Et donc, la proposition de Fourier dans son phalanstère, c'est de dire, proposons des espaces de vie qui sont plus grands, avec des chambres qui sont indépendantes, avec, tenez-vous bien, messieurs, dames, une salle de bain et de l'eau chaude. Alors, quand on cherche effectivement à loger dans ces conditions assez exceptionnelles pour l'époque un grand nombre de personnes, vous comprenez que mécaniquement, on a un petit peu moins de place disponible pour faire la grande salle à manger et mettre le
l'arrière-grand-mère. Bon. Et donc, un peu mécaniquement, je l'ai dit, l'idée d'espaces qui sont plus collectifs, plus partagés, mais de la nécessité, finalement. Et donc on se dit, tiens, plutôt que d'organiser le repas du dimanche au sein de l'appartement de la personne, pourquoi pas l'organiser à plusieurs dans la grande salle qui est au rez-de-chaussée. Mais en faisant ça, le repas du dimanche, vous ne le faites pas uniquement sur votre cellule familiale, mécaniquement vous la partagez. Tiens, on commence à partager des choses. C'est un peu l'idée, voilà, de ce courant de pensée, de vous à moi que je trouve sympathique, il est plein de bons sentiments, et c'est pour ça qu'on le considère utopique pour le coup. C'est d'une certaine manière dans l'histoire de la pensée philosophique et politique ce qui précède le marxisme en fait, d'une certaine manière. Là, on le considère utopique pour la raison suivante, qui était vraiment de dire autour de Fourier, hein, pour le coup, notamment, voilà, ce sont les grandes idées qui donneront au marxisme ensuite, c'est voilà, l'égalité totale, Engels en sera aussi d'ailleurs, avant de devenir marxiste, c'est voilà, l'égalité de traitement, le confort, le respect de la dignité et cette proposition d'organisation en communauté. Je vais y revenir. Donc ça, Fourier n'a jamais fait rien d'autre, de toute façon Monod il a déjà fait ça, mais n'a jamais rien fait d'autre que des plans. Et un jour, Fourier, c'est celui à gauche, il anticipe un petit peu, Monsieur Baudin, dont vous avez peut-être entendu parler, soit en mettant un poêle à bois à la maison, soit effectivement en ouvrant un peu quelques livres d'histoire. Pas loin d'Arras, pour le coup, 150 km de là, dans l'Aisne, du côté de Verdun, Hirson, ça reste assez confidentiel. Un chef d'entreprise, démocrate de son état, inspiré du socialisme utopiste de Fourier, tente l'aventure, finalement. Tente l'aventure. On est à la fin du 19e et l'entreprise fonctionnant convenablement, les moyens sont disponibles pour essayer de mener à bien l'idée utopique d'un palais du peuple, qui ne sera jamais appelé comme ça par Baudin, qui l'appellera le familistère, mais on comprend tout à fait l'idée derrière. Le familistère, c'est l'endroit de la famille, c'est l'endroit où l'ouvrier, l'ouvrière, se fixe pour habiter, pour vivre, et accessoirement pour travailler. Le familistère, il s'organise autour d'un espace physique, c'est un territoire à lui tout seul, le familistère. Ce grand bâtiment-là, c'est une partie des appartements des ouvriers, qui là aussi, pour le coup, et pour la première fois, avait accès à des logements à peu près doublés de superficie par rapport à ce qu'on pouvait trouver traditionnellement dans les alentours pour les logements ouvriers, avait accès à une salle de bain, avait accès à des espaces semi-collectifs pour pouvoir recevoir plus largement, avait accès à des espaces là purement collectifs du type jardin intérieur, du type terrasse partagée, où on pouvait, à l'abri des éléments, se rencontrer, prendre un peu d'air, avait accès à un certain nombre de services qui étaient dispensés par des salariés de l'entreprise Baudin pendant que les ouvriers allaient à leurs tâches. Donc ça pouvait être des services de blanchisserie, des services d'alimentation, des services
divers et variés qui peuvent faire que voilà, les contingences de la vie. L'usine n'était pas très éloignée, et le tout était installé, vous le voyez, en tout cas dans une volonté, après du coup les couleurs ne se discutent pas, mais en tout cas dans une volonté quand même de qualité architecturale. Voilà. On est là sur la construction durable. Aujourd'hui, ça n'a pas forcément été énormément rénové. L'intérieur, si, mais sur les façades et les murs fondamentaux, c'est resté assez je cherche le mot, mais vous comprenez, voilà, assez fidèle, je dirais, à ce qui a été construit à l'époque. Et bon, voilà, on peut quand même dire que c'est un ensemble architectural qui, d'intérieur comme d'extérieur, est de qualité, et en tout cas, voilà, souhaité marqué par un geste architectural, comme on l'appelle aujourd'hui. Alors voilà, l'idée de Gaudin, c'est finalement de démontrer que on pouvait concrétiser le concept de phalanstère. Il l'a appelé familistère, mais les descriptions, et j'y viens, sont les mêmes en termes d'organisation spatiale. Et donc ça, c'est un espace où on vit chez soi. On a son propre appartement, on a son propre espace personnel, mais où très vite, très rapidement, par l'organisation spatiale du lieu, on tombe sur son voisin. On participe à une activité avec son voisin. On partage une table avec son voisin, puis un autre voisin, puis encore un autre. Au bout du fait, comprenez un peu l'idée, on crée du lien. Alors ça a fonctionné jusqu'en 1968, quand même. Il y a eu une durabilité qui est notable. J'entends par là que le modèle n'a pas explosé au bout de 10 ou 15 ans. S'il avait été vraiment irréalisable, a priori, la nature faisant loi, ça se serait vite su. Ça a quand même duré jusqu'en 1968. Des changements de gouvernance dans l'entreprise ont décidé, dans le contexte concurrentiel de l'époque, de ne pas continuer l'aventure. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un ensemble patrimonial conservé sur lequel il existe encore des dynamiques de cohésion sociale, un centre de recherche, pour le coup très très intéressant, le centre de recherche Gaudin sur l'innovation sociale est vraiment en pointe sur un certain nombre de choses. Cette expérience a été, avec le recul, relativement critiquée, la vision paternaliste du chef d'entreprise très proche, voire trop proche, si vous me permettez l'expression, de ses agents, de ses ouvriers, a été critiqué aussi. Le fait que finalement, quand on travaillait chez Gaudin, on avait assez peu d'occasions ou d'utilité de sortir de chez Gaudin. Ce qui n'est pas exactement faux quand on présente finalement l'architecture, je dirais, spatiale de cet endroit-là, parce qu'il faut savoir aussi que le week-end, les activités, les animations, des propositions étaient faites aux habitants et aux ouvriers de l'usine. Donc effectivement, on pouvait très confortablement passer plusieurs mois, plusieurs semaines sans sortir de ce giron-là. Et donc voilà, l'expérience in fine, elle est relative parce qu'elle n'a pas forcément essaimé, parce qu'elle a été relativement critiquée sur un certain nombre de points, mais elle a quand même démontré que c'était possible. Bon, voilà quelques éléments que l'histoire nous enseigne, si je synthétise. Une certaine forme architecturale, un geste architectural, en tout cas, voilà, une volonté de beau. Un confort de vie et une proximité de service, des espaces personnels qui croisent dans l'organisation spatiale de l'endroit des espaces qui sont à dimension du collectif. Des ouvriers, des habitants à l'époque relativement proches des choix structurels à mener concernant l'habitat, concernant la politique d'animation. Les personnes avaient voix au chapitre pour voilà, essayer de contribuer aux grandes décisions. Et d'une certaine manière,
une volonté d'inventer ce système pour des personnes qui à l'époque étaient plutôt fragilisées. Ouvriers spécialisés pendant la révolution industrielle ou pendant la période post-révolution industrielle, c'était pas forcément la panacée. On pouvait considérer alors que les personnes pouvaient connaître une certaine forme de fragilisation sociale, de précarité, de pauvreté. Et donc, volonté d'agir à ces différents niveaux. Si le familistère en tant que tel n'a pas essaimé, l'idée du familistère, l'idée d'un espace pensé à la fois en individuel et en collectif, pensé par un geste architectural, pensé par un lien attendu, espéré, nécessaire entre les gens qui résident sur place, a quand même donné quelques possibilités. Les possibilités immédiates et les plus proches historiquement de ce qu'ont pu faire Fourier et Gaudin, même si il existe peut-être aucun lien entre les deux, peut-être que je me trompe, c'est une hypothèse. Hein. Ce sont les béguinages. Alors les béguinages, d'une certaine manière, ça existe déjà au Moyen-Âge, d'une certaine façon. C'est précisé, amélioré, entre guillemets, d'une certaine manière, notamment dans les pays nordiques, et notamment plutôt du point de vue des Pays-Bas et de la Flandre. Voilà, ce sont ces espaces, pareil, avec un geste architectural, où des personnes, et plutôt pour le coup des personnes vieillissantes, habitent dans des espaces qui leur sont propres. Voilà, ils ont leur propre espace, mais ont l'opportunité de participer à des activités, à des animations en collectif, et ont surtout l'orientation finalement de leur maison, de leur porte d'entrée, de leurs espaces de transition entre l'intérieur et l'extérieur, tournés les uns vers les autres. Vous le voyez, l'ensemble des petites portes là sont les entrées des semi-collectifs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde potentiellement peut à un moment ou à un autre se croiser sur cette petite placette. C'est l'idée. Là, on est dans une forme d'organisation spatiale qui attend des résultats en termes d'organisation humaine, finalement. Ça revient un peu à ce que je disais au début. Il y a un lien qui est évidemment très étroit entre les deux. Bon, le béguinage aujourd'hui, ça existe toujours. Certains bailleurs sociaux continuent de développer le modèle. Peut-être a-t-on un peu oublié les fondamentaux du béguinage. J'ai eu l'horrible plaisir de visiter un béguinage il y a peu de temps, au fin fond d'une ruelle où passait tout juste une voiture, avec des fenêtres pleines qui donnaient sur un mur à quelques mètres de la dite fenêtre. Bon, j'ai proposé aux bailleurs de revoir ensemble un peu la définition du béguinage, parce que là, pour le coup, on n'était pas exactement dans cet espace ouvert sur la ville, semi-collectif, et assez ouvert pour permettre la rencontre. Le modèle existe toujours, il est quand même de plus en plus critiqué, et l'efficacité du modèle commence quand même à être mise en question, en tout cas dans les conditions actuelles d'habitat. On parle aussi d'habitat partagé. Je crois que plusieurs projets sont en cours sur le département, sur le territoire. Alors là, on est encore une fois dans ces mêmes fondamentaux, avec un groupe de personnes qui se rencontrent, qui s'unit pour nourrir un projet commun, le financer collectivement et réussir à agencer des espaces collectifs et des espaces qui sont plus individuels. Et puis, j'ai même déjà entendu parler d'habitat intermédiaire, et là je me suis dit, bon, écoute Romain, remballe tes affaires, finalement, t'as rien trouvé. Et puis en fait, en ouvrant le rapport sur l'habitat intermédiaire, j'ai compris qu'il était intermédiaire en termes de prix. Voilà, parce qu'il n'était pas trop cher, mais pas trop donné non plus. Voilà, c'était intermédiaire en fait, plutôt dans la philosophie d'accession à la propriété. Bon,
Et là, je me suis dit, tiens, essayons de proposer une définition un petit peu plus complète de l'intermédiaire. Quand on ouvre un dictionnaire lambda, à la page intermédiaire, on lit deux choses, deux idées. L'entre-deux, logique. Et la deuxième idée que je trouve beaucoup plus intéressante, la transition vers. L'entre-deux et la transition vers. Et moi, c'est notamment sur l'angle de la transition vers qui m'a intéressé, vers les VRS. De se dire, tiens, il existerait, si on le qualifie comme ça, une possibilité d'habiter qui soit ni toute individuelle, ni toute collective. Alors vous me direz, les grands ensembles ne sont pas exactement tout collectifs. On a son appartement à part entière. Mais la différence, à mon sens, qui peut exister sur cette notion d'intermédiaire quand on parle de l'habitat au service de populations qui peuvent être fragilisées, c'est de dire qu'il existe en fait des espaces de transition de l'intérieur vers l'extérieur, du dedans vers le dehors. Il n'y a pas de rupture, il y a moins de rupture. On va vers. C'est la transition vers sa propre maison, son propre repère, comme j'en ai parlé tout à l'heure, quand on rentre chez soi. Et c'est la transition vers l'extérieur, la ville, la rue, quand on sort de chez soi. Parce que entre les deux, il existe dans cette manière d'imaginer l'espace et dans cette manière d'imaginer l'habiter, des espaces un peu de temporisation, des espaces intermédiaires, où on peut s'arrêter, prendre un petit café, lire le journal. On peut s'arrêter et s'asseoir parce qu'il y a une table dans un couloir qui est un peu plus large qu'ailleurs, si on a monté les escaliers ou si on attend un tel parce qu'on sait que c'est à peu près l'heure où monsieur va à la gym, madame au contact. Ces espaces intermédiaires, ces espaces de transition, dans la manière dont peuvent être pensés finalement ces collectifs d'habitat, ça en reste, font, à mon sens, pour moi, toute la différence. C'est d'une certaine manière, si on extrapole un peu plutôt du point de vue des idées, cette fameuse troisième voie, finalement, dont parle Morin, ce fameux troisième modèle dont parle Proudhon, de dire est-ce que c'est si simple entre le tout collectif, le communisme, et finalement le tout libre, le tout individuel, le capitalisme. Est-ce qu'il n'existe pas des espaces intermédiaires? Est-ce que la vérité de l'un est forcément contraire à la vérité de l'autre? Je ne le crois pas. Peut-être qu'il existe des vérités intermédiaires, ça c'est ce que nous dit Morin dans la méthode. Ouvrage magnifique, compliqué à lire, mais magnifique. Et donc potentiellement, que cette manière intermédiaire d'habiter les espaces, de les vivre, représente une forme d'alternative. Bon. Elle peut représenter aussi une forme d'alternative, en ce sens que mécaniquement, qu'on le veuille ou non, qu'on soit court ou pas, elle organise une forme de communauté locale. Premier bémol, une forme de communauté locale, non pas unie par une manière similaire de penser, ce qui déjà nous enlève un gros poids, mais unie par une manière similaire de vivre l'espace. Bon. Ça semble, de prime abord, un peu moins sensible. Mais d'une manière de vivre l'espace en lien avec ce qui entoure l'espace, en lien avec le contexte local qui enserre finalement, c'est ça, cet espace d'habitat intermédiaire, en lien avec une certaine forme de solidarité, d'interconnaissance, j'avais parlé tout à l'heure d'interdépendance, qui unit des gens qui habitent un espace et qui, étant donné qu'ils n'habitent pas uniquement leur propre repère, mais aussi des espaces un peu intermédiaires partagés,
sont en capacité de mieux se connaître, sont en capacité de mieux se soutenir, sont en capacité peut-être de mieux vivre ensemble. Finalement, c'est un peu la Madeleine de Proust de l'ensemble des gens qui sont un peu intéressés à l'idée du public, mais voilà, la manière de vivre ensemble. Et donc cette idée de communauté locale, et c'est ce que les anglo-saxons appellent community. Voilà, community, c'est un groupe humain constitué, des gens qui partagent un projet ensemble et qui mettent ce projet en lien avec une réalité locale plus importante qu'eux, mais à laquelle ils contribuent. Moi je trouve que c'est vachement c'est une très bonne idée quand même. C'est une très très bonne idée. Et ça revalorise cette idée de communauté au service du local et au service du global qui entoure l'espace où se fixe finalement cette communauté. On n'est pas là du tout dans quelque chose qui s'enferme, on est au contraire dans quelque chose qui s'organise et qui ensuite se met au service. Et là ça devient intéressant, et c'est là où je me rends compte. Ici et là, ce que je vous présente là n'est pas sorti de ma petite tête. C'est sorti de l'observation de deux endroits, de deux espaces d'habitat dans lesquels vivent des gens aujourd'hui, l'île au Bon Secours à Arras et la Corporation des appartements Sainte-Jeanne dans la banlieue immédiate de Québec. Sur ces deux espaces, plein de points communs. Plein de points communs. Déjà, un espace historique existant. L'île au Bon Secours est un ancien hôpital, avec une vertu patrimoniale, vous le voyez, qui est quand même assez notable. La Corporation des appartements Sainte-Jeanne, et alors là, pour le coup, il n'y a plus le bâtiment, mais est situé à l'endroit où était construit finalement un habitat d'une corporation d'ouvriers sidérurgistes qui travaillaient dans les parages. Déjà avec un peu cette mentalité. On a une histoire sur place, et vous le voyez, il y a un geste architectural à chaque fois. Sur l'île au Bon Secours, dans cette ancienne hôpital, vivent des personnes vieillissantes, voilà, dont l'autonomie décroît, des cadres en accession à la propriété, des personnes à faible revenu en logements sociaux et des personnes porteuses de trisomie 21 en autonomie totale. Et sans catastrophe. Et avec des conséquences sur leur parcours de vie, dont je vous parlerai rapidement, qui sont absolument merveilleuses, vraiment. À droite, Corporation des appartements Sainte-Jeanne, là on est spécifiquement sur des personnes porteuses de TED, ils appellent ça troubles envahissants du développement, plutôt des personnes avec voilà, des souffrances psychiques, psychologiques et des déficiences intellectuelles. En autonomie totale, sans catastrophe non plus. Comment diable cela est-il possible? Eh bien c'est possible parce que ce travail autour des espaces intermédiaires, il permet aux habitants de développer leur interdépendance. La force de l'un vient combler le déficit de l'autre. Et inversement. Et comme on se connaît, et comme on partage un espace, et comme on se fait un peu plus confiance, bien naturellement, qu'avec une personne que nous n'aurions jamais vue, bah, on permet plus facilement d'ouvrir son repère. On permet plus facilement de parler voilà, des choses sur lesquelles on a besoin d'être soutenu. C'est valable évidemment pour les personnes en déficience intellectuelle, mais les cadres en accession à la propriété de l'île au Bon Secours, ils ont besoin d'être soutenus sur la garde de leurs enfants de 17 à 19 heures. Et bien là, ce sont nos personnes trisomiques et nos habitantes, pour le coup, plutôt des dames, à la retraite, qui prennent le relais et qui, dans la salle de convivialité
Bon Secours organise avec bon cœur la petite crèche qui va bien, où les plus grands font leur devoir, où les plus petits jouent, où on mange peut-être un petit bout et où on prend le goûter, et où du fait, voilà, quand papa et maman ont un petit peu le temps, viennent les récupérer et passent, ça se fait 10 minutes, un quart d'heure, et puis potentiellement ensuite, le regard change sur toute cette diversité qui vit là. Et entre, du fait, ces deux espaces, j'avais trouvé particulièrement marquant de voir un certain nombre de points communs. Déjà, une mixité d'usage et une mixité d'occupation. Une mixité d'occupation parce que vous avez de grands appartements pour des familles, vous en avez des plus petites pour des personnes seules, vous en avez des adaptés pour des personnes qui ont des besoins spécifiques. Et donc tout ça correspond à une diversité de situations de la part des personnes qui y vivent. Il n'y a aucune uniformisation dans ces deux habitats, je peux vous le dire. Et des espaces qui connaissent des mixités d'usage particulièrement développées. La salle polyvalente de l'île au Bon Secours, c'est tantôt une salle où on fête la communion du dernier, où on fait une réunion publique sur l'état des trottoirs dans les environs, où on fait la crèche les soirs de semaine, où on invite une association pour faire du bridge, où on fait du soutien scolaire avec l'école qui est pas très loin. On a une mixité d'usage de ces espaces qui est particulièrement remarquable. Ces espaces sont aussi régulièrement animés, et ça c'est quand même un point important, à mon sens, correspond à la définition d'un habitat intermédiaire, un habitat qui est animé. On revient finalement un peu aux recettes un peu anciennes. Avant, vous pouvez connaître un concierge ou voilà, quelqu'un qui gérait un espace. Bon, bah là, aujourd'hui, on a plutôt des animateurs et des animatrices sociales qui accompagnent par des activités, par des ateliers, par de l'écoute, par de la présence, assez fortement. Et en l'occurrence, par exemple, l'île au Bon Secours, c'est le bailleur social d'Apkel Habitat qui le gère. Et il y a un vrai investissement de la part du bailleur social qui emploie une personne pour être en animation sociale à plein temps sur l'espace. Des espaces de vie collectif et des espaces propres, on a déjà pas mal parlé, donc je passe. Une gouvernance participative. Les gens et les habitants, tout déficient intellectuel soit-il, on voit au chapitre sur la manière dont s'organise et dont s'aménage l'espace. Vous avez dans ces deux habitats un conseil de gouvernance, un conseil de maison, où ceux qui le souhaitent s'engagent, et on se rend compte, et c'est plutôt intéressant, que ceux qui l'ont souhaité finalement correspondent à la diversité des personnes qui vivent dans l'espace, et donc les choix d'orientation, les sujets sur lesquels on va aller chercher de l'animation, la manière dont on va louer la salle ou les conditions de prêt de la salle sont à la fois, et c'est déjà intéressant, mise en accord entre tous et toutes, ce qui est déjà un bon élément, mais ensuite aussi décidée et précisée en fonction des besoins des uns et des autres. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que finalement un choix partagé correspond aux besoins de toute une diversité de personnes, parce qu'on en a parlé, parce qu'on l'a échangé, parce qu'on a pris le temps finalement d'en discuter. Une ouverture sur l'extérieur, je l'ai dit et j'y reviens, et là-dessus je suis intransigeant quand j'aborde le sujet. Cette organisation à dimension communautaire, elle implique une ouverture sur l'extérieur, elle implique une mise en discussion avec ce qui se passe tout de suite après. En termes de recul critique, théoriquement c'est un modèle parfait. Les retours sont très positifs, les retours des personnes qui y vivent, les retours des personnes qui l'animent, les retours des personnes qui l'ont pensé, qui l'accompagnent. Cette organisation, par contre, nécessite un besoin constant, stable et un réel engagement. Un réel engagement, y compris financier. Le salaire de l'animatrice sociale de l'île au Bon Secours, le bailleur doit bien le payer à la fin de l'année. Donc ça veut dire qu'on peut le faire, mais comme toute chose ambitieuse,
elle demande des moyens. Et quitte à être dans le recul critique, vous savez, et vous connaissez comme moi le contexte un peu tendu sur ce sujet des moyens, à mon sens, cela peut expliquer que finalement, ce n'est pas un modèle si développé que ça. Parce que si on souhaite qu'il se développe, il faut l'accompagner, il faut l'animer, et si l'empowerment, la capacité d'agir des personnes qui vivent dans ces espaces-là, elle est exponentielle, vraiment. Je travaille avec une sociologue sur le sujet, on a confirmé ça, c'est exponentiel. Ça ne veut pas dire autonomie totale sans aucune difficulté. On reste bien sur un contexte d'habitat qui a vocation aussi à être un levier d'accompagnement pour des personnes qui sont en situation de fragilité. Et donc l'idée n'est pas de dire que c'est le remède miracle et que du fait, on a besoin d'accompagner, bien sûr. Et du fait, à mon sens, il existe aujourd'hui bon nombre de contextes participatifs qui ne sont peut-être pas, j'espère que vous y voyez un peu plus clair, des contextes intermédiaires. Voilà. On peut être dans une dimension participative, on a une salle collective que l'on peut louer pour faire des événements familiaux. Bon. On a co-financé la maquette financière pour pouvoir effectivement monter l'habitat participatif sur un foncier un peu plus réduit. On a partagé, c'est formidable, mais on n'a peut-être pas exactement vécu ensemble. On n'a peut-être pas exactement pensé ces espaces intermédiaires et ces espaces de transition. Et c'est déjà formidable. Ce qui est facile, l'art est difficile. Je vais vous parler de quelques personnes, voilà, comme ça, qui forcément me viennent en tête. Allez, une personne déficiente intellectuelle à Pont-Rouge et puis une personne voilà, relativement âgée sur les nouveaux secours. La personne déficiente intellectuelle sur les appartements de Saint-Jean, j'étais là ce jour-là. Pour rentrer et pour pouvoir accéder à un appartement sur place, on doit passer une sorte d'entretien. Normal, on apprend à se connaître. Cette personne-là était réellement très agitée pendant son entretien, tant et si bien qu'elle a failli ne pas être sélectionnée pour habiter sur place. Bon. Parce que les responsables de la corporation s'étaient dit ça risque collectivement d'être un petit peu compliqué sur les espaces collectifs, etc. Et puis finalement, banco, on y va, on essaye, on accompagnera d'autant plus, on sera vigilant. Aujourd'hui, pour vous faire l'itinéraire, l'itinéraire de rester chez soi, de passer un peu dans le couloir, de dire bonjour aux personnes que l'on croise dans le couloir, un jour de réussir à faire l'effort de venir voir un film un soir avec les autres habitants qui avaient l'habitude de se réunir de temps en temps pour se faire une soirée cinéma. Aujourd'hui, cette dame, elle est vice-présidente d'une association de quartier qui organise des événements un peu festifs dans une optique de vivre ensemble. On fait Halloween ensemble, on fait Pâques ensemble, on fait un barbecue l'été. Elle est vice-présidente de l'association. Ça a pris 1 an et demi, ce qui est encore pour le coup relativement court quand on réfléchit. L'ensemble de ces problématiques plus personnelles en termes de besoins spécifiques ne sont évidemment pas solutionnés, mais l'implication sociale de cette dame, elle est sacrément différente d'il y a 1 an et demi. Bon, 2 ans et demi maintenant, ça commence à faire un petit peu de temps. Une personne, de la même manière, sur la race, qui, parcours à peu près similaire, avait failli pas être sélectionnée par le bailleur parce que pour le coup, elle ne voulait pas entendre parler des activités collectives, elle ne voulait pas entendre parler de croiser son voisin. Voilà, c'était une personne un peu irascible pour le coup, qui a eu un parcours de vie assez complexe, et qui finalement, un peu même philosophie, finalement a eu un appartement, a vu arriver à Bonsoir quelqu'un qu'elle connaissait de sa vie antérieure, ancienne collègue, de mon souvenir, qui a fait un peu la temporisation, la médiation vers les activités collectives, vers les autres personnes,
et donc a construit finalement son réseau de sociabilité vraiment petit à petit. Et aujourd'hui, cette dame, elle fait la crèche avec grand plaisir. Et elle est même pas forcément contente quand elle n'a pas d'enfant parce que finalement tout le monde peut récupérer ses enfants à l'école. Et je crois bien qu'il lui est arrivé d'aller toquer à la porte pour demander si on ne pouvait pas faire une petite partie de jeu de société. Parce que quand même, fallait que ça se fasse, on était jeudi soir. 2 itinéraires de vie, des exemples totalement subjectifs qui ne veulent absolument pas signifier que c'est une solution globale, mais voilà, pour vous dire que cette manière d'habiter-là, elle peut avoir des conséquences sur un parcours ascendant, sur un parcours inclusif, parce que quand on pose un espace comme celui-là sur une ville, sur un cœur de ville, comme le Bonsecours, en plein cœur du centre-ville d'Arras, et bien forcément on réfléchit à l'accessibilité du lieu et à l'inclusion de l'espace sur l'endroit, on réfléchit à la manière dont on peut accompagner les transitions entre les personnes et ce qui se passe dans le quartier et faire venir le club de bridge dans la salle de convivialité de l'île Bonsecours. C'est pas dénué d'intention, vous comprenez bien, c'est pour faire venir de l'extérieur à l'intérieur et faire que l'intérieur s'intéresse un petit peu à ce qui est venu les voir et ensuite les emmène avec. C'est un prétexte, c'est rien d'autre qu'un prétexte, un très joli prétexte. Et puis des conséquences positives aussi de manière plus universelle. Je disais tout à l'heure que c'était une réflexion à portée universelle. Par exemple, autour de l'îlot Bonsecours à Arras, les panneaux d'indication de noms de rue vont être modifiés. Parce que c'est un espace sur lequel évoluent beaucoup les personnes trisomiques, parce qu'elles vont faire leur course dans les parages, etc. C'est l'hyper proximité. Mais la trisomie 21 fait qu'on a une taille plus petite, on voit moins bien, et donc ça peut impliquer des difficultés pour réussir à se retrouver quand on cherche les noms de rue. Bon, et ben dans les environs immédiats de l'îlot Bonsecours, les noms de rue vont être adaptés. Mais les noms de rue ne vont pas être adaptés uniquement pour les personnes trisomiques. Elles vont être aussi adaptées pour la personne qui sort de l'ophtalmo et qui a encore des gouttes dans les yeux. Elles vont être aussi adaptées pour des personnes qui sont atteintes de cécité visuelle. Elles vont aussi être adaptées pour des personnes un peu plus tête en l'air qui parfois trouvent pas les plaques et les noms de rue. Et je ne me vise absolument pas en disant ça. Pour vous dire que finalement, cette réflexion-là, elle a aussi une portée universelle sur la manière dont on inclut ces espaces de transition sur la ville. Ça sert les habitants qui y habitent, mais ça sert aussi les gens qui évoluent autour. Bon, je vous ai passé l'intérêt urbain, j'en ai parlé rapidement. L'intérêt humain quand même, Pascal en a parlé en introduction, la mobilisation de l'expertise d'usage. C'est là aussi, et moi en tant qu'aménageur ça m'intéresse, c'est de dire, si on crée par cette manière d'habiter, par cette manière sociale d'organiser l'espace, si on crée les conditions finalement de la confiance avec les gens qui y habitent, si on crée les conditions de l'expression et l'accompagnement de l'expression, et que si entre 2 ateliers fleuristes, on fait un atelier table de concertation urbaine, et ben on a là un contexte favorable pour mobiliser l'expertise d'usage. L'expertise technique, elle est très importante. Voilà. Moi, mon métier, c'est d'être expert technique sur la politique de la ville. J'habite pas un quartier prioritaire de la politique de la ville. J'ai besoin, pour prendre des décisions et pour me nourrir, de l'avis, du choix des gens qui vivent sur place, parce que c'est eux que ça concerne. Il en va exactement de même là. Sur les questions d'inclusion sociale, de vie associative, d'accessibilité du territoire, on est là sur un contexte qui favorise une mobilisation de l'expertise d'usage sur laquelle, de toute façon, les collectivités territoriales et les décideurs publics ne pourront plus revenir, et là je le dis beaucoup plus librement, et c'est tant mieux. Parce que là, on ne décide plus pour, mais on décide avec, parce que les conditions le permettent, et parce qu'on a un contexte de confiance qui permet effectivement de décider avec. Je passe un peu. Cette réflexion-là, elle est universelle, elle mobilise plusieurs concepts. Le concept de l'interdépendance, pour moi, c'est le plus important. Je pense par exemple à un lien magnifique qui s'est créé entre
une personne âgée qui était isolée pour le coup, même vivant à l'îlot Bonsecours, elle était isolée. Et puis une personne trisomique qui avait beaucoup de mal à faire fonctionner ses instruments ménagers, notamment pour faire manger. Vous me voyez venir. Aujourd'hui, ce sont deux grandes copines qui mangent très régulièrement ensemble, où par le lien et par les activités d'Éléonore, qui est plus jeune, qui a un travail, qui a un réseau social, et elle emmène cette dame avec elle. Elle a participé à rompre son isolement. Et puis du fait, ça va beaucoup mieux quand on a un coach pour allumer le lave-vaisselle, faire fonctionner le four ou mettre les bonnes quantités d'ingrédients pour faire la recette. Voilà. Une interdépendance, une complémentarité qui est devenue interdépendance. Et qui, pour le coup, a changé une partie de la vie de ces deux personnes-là. Bon, moi je trouve ça quand même vachement cool. La question de l'accessibilité, quand on rend une portion de territoire accessible, on la rend accessible pour les personnes qui sont à mobilité réduite, certes, mais on peut toutes et tous être momentanément, définitivement, à mobilité réduite pour une raison, pour une autre. Je le dis toujours, mettre une rampe, c'est très bien pour une personne qui est en fauteuil roulant, c'est aussi très bien pour le papa qui pousse la poussette. Pas de raison pour toujours la maman qui pousse la poussette. C'est très bien aussi pour le gamin qui s'est cassé le pied au match de foot le dimanche précédent. L'accessibilité, quand on la pense, elle est universelle. Sur les choix d'orientation politique, on a là la possibilité d'un choix, je le redis, intermédiaire, c'est la maraude. Et puis, le philosophe le disait, avec la vérité est au milieu. Bon, une réflexion, bien évidemment, en tout cas, moi, quand je l'amène, elle est avant tout pour les gens. Voilà, pour se dire, tiens, effectivement, on peut s'inspirer d'un modèle du genre. Ça peut être intéressant de réfléchir à une manière un peu moins, peut-être clivante, entre guillemets, d'imaginer la manière dont on habite, la manière dont on imagine pouvoir gérer ses relations avec les autres. Alors, je ne dis pas qu'il faut tous et toutes être dans un habitat intermédiaire, je ne le fais pas moi-même, j'en ai pas encore, en tout cas, l'opportunité, mais il y a un côté inspirant sur des questions un peu plus générales. Pour les aménageurs, bien sûr, dire que le logement intermédiaire, il n'est pas seulement intermédiaire parce qu'il vaut 120 000 € et pas 80 ou 260, il est aussi intermédiaire parce qu'il est pensé spatialement de manière un petit peu spécifique. Pour les collectivités, voilà, c'est un vecteur de lien social, c'est un vecteur de requalification patrimoniale, c'est un vecteur d'amélioration du contexte urbain, c'est un vecteur de développement de services en hyper-proximité. Bon, moi quand je vais vendre tout ça à mon maire, il me regarde un peu avec intérêt. Et puis pour les associations, pour le contexte, je dirais, local, qui fait le cœur battant de ce qui est une ville et de ce qui est un territoire. Et puis en synthèse, définir le vivable, finalement, et là, cette slide, on se fait un peu plaisir. Le mot vivable est dans le titre de la conférence. J'entends par vivable, voilà, le fait de pouvoir essayer de proposer, de présenter une voie équilibrée qui, par un facteur simple, ancestral, le fait d'habiter, peut être une opportunité, un levier, un dispositif d'accompagnement de personnes qui sont soit fragilisées, soit en nécessité d'être soutenues. On a tous une vie différente, on a tous des histoires différentes, on a tous eu besoin, à un moment ou à un autre, d'être soutenus d'une manière ou d'une autre. C'est clair et net. Cette manière sociale, finalement, pensée socialement, d'organiser l'habitat, c'est aussi une occasion d'être soutenu. Je l'ai mis tout à l'heure, j'y suis pas revenu. Et en plus, si on ne prend que le méchant bout financier, c'est rentable. Des études socio-économiques ont été menées sur les personnes de la corporation Sainte-Jeanne. Le coût d'accompagnement à service égal des personnes déficientes intellectuelles à Sainte-Jeanne
correspond à une journée, le coût d'accompagnement par mois des personnes à Sainte-Jeanne correspond au coût d'accompagnement journalier des personnes de Bon Secours. Un mois, la même somme, on accompagne une personne un mois en France, au Canada, pardon, un jour en France. C'est-à-dire que le coût d'accompagnement journalier, il est différencié par 30. Parce que l'interdépendance, parce que ce que peuvent impliquer des situations d'accompagnement où effectivement des personnes sont peut-être par exemple éloignées de l'emploi. Bon, au début, à Bon Secours, tous les habitants porteurs d'autonomie étaient assez éloignés de l'emploi. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une personne qui ne travaille pas, mais c'est parce qu'elle est déjà assez âgée. L'ensemble des personnes ont trouvé un job. L'ensemble des personnes ont trouvé un job. Vous imaginez bien ce que ça représente du coup en termes de coût social d'accompagnement. La parenthèse est refermée parce que je n'aime pas développer sur ça, mais c'est juste pour dire, en plus ça coûte moins cher à la collectivité. Croire en la diversité, pour le coup, c'est la meilleure démonstration possible et imaginable du fait que de la diversité naît la richesse. Enfin, ça c'est une loi biologique ancestrale, fondamentale. C'est le préambule de la déclaration des droits culturels de l'UNESCO. La diversité crée la richesse. C'en est quand même un très bel exemple parce que dans la diversité, les limites de l'un sont les forces de l'autre et inversement. C'est la possibilité aussi de laisser libre cours, de laisser les gens aussi avoir une capacité d'influence sur la manière dont ils habitent, sur la manière dont ils vivent les espaces. Et puis, c'est essayer de répondre à cette question, je terminerai par là, probablement insolvable, mais en tout cas de faire un petit pas vers un élément de réponse, essayer de trouver l'équilibre entre ce qui nous constitue tous en tant qu'individu, en tant que personne, et ce qui fait que nous sommes un animal social, les autres. Et donc, voilà, essayer de trouver des petits bouts d'éléments qui permettent de trouver cet équilibre-là. Merci de votre attention. Désolé, je pense que j'ai été un petit peu long, mais le sujet est forcément... Peut-être vous ai-je raconté des bêtises. Ce ne sont en tout cas que des hypothèses nourries de ma subjectivité, nourries pour autant quand même de cas concrets que j'ai pu observer. J'espère que des gens seront en désaccord ou pas. En tout cas, voilà, ça n'a pas vocation à faire la révolution, ça a simplement vocation à se dire tiens, il existe peut-être cette manière de faire et pourquoi pas s'en inspirer, essayer de fouiller de ce côté-là et en tout cas savoir que ça existe potentiellement. Merci. Oui. Et ça va, pas l'autre. Bon, les bêtises, c'est pas la race, c'est un Cambrai, comme chacun sait. C'est pas ça c'est pas ma question. Ma question, c'est comment donner la force initiale pour que des personnes acceptent la diversité et, autrement dit, comment éviter la tendance naturelle à s'agréger entre semblables. Alors, quand c'est un bailleur social, ça va pas mal, mais de là à en faire une loi générale où tout le monde recherche ce genre de choses, je pense que c'est difficile, disons. Malheureusement, je ne peux être que d'accord avec vous. Si je vous présente deux cas, c'est que j'en ai pas trouvé beaucoup plus à étudier. Il existe quand même après, des modèles d'organisation. Concrètement, effectivement, en Flandre, c'est quelque chose qui peut exister assez facilement. Au Québec, au Canada,
À Montréal, par exemple, vous avez un réseau d'habitat participatif qui sont assez proches de cette organisation-là, qui loge des milliers de personnes sur la ville. Donc ça fonctionne. Il y a aussi une question de modèle. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que sur Bon Secours, comme sur Sainte-Jeanne, à l'origine, vous avez une personne motrice qui croit en son projet, qui le porte, qui le présente, qui convainc et qui emmène avec elle. Et puis, oui, effectivement, vous avez raison, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et la tendance naturelle, c'est de faire le pas de côté et puis d'attendre que quelqu'un d'autre s'en occupe. C'est là, hein. C'est le reptilien. Voilà, on ne pourra probablement pas sortir de ça. C'est aussi ce qui nous constitue en tant qu'être humain. Par contre, on se rend compte aussi d'une autre loi, un peu plus sur le tard, c'est que quand on apprend à se connaître et que quand on a l'opportunité de se découvrir mutuellement, ça va tout de suite beaucoup mieux. Bon. Et que si on arrive à expliquer que certaines formes d'organisation permettent d'apprendre à se connaître, ben peut-être que l'étape d'après, ça peut être coopérer ensemble. Et c'est pour ça que j'aime bien Sainte-Jeanne, ça s'appelle la corporation du département de Sainte-Jeanne. Je trouve ça assez intéressant. L'idée, c'est de se dire, effectivement, au naturel, on a une sorte de méfiance, de défiance, en partie légitime, au regard de la violence de la société. Mais il existe aussi des contextes qui peuvent essayer de, je vais jusqu'à dire le mot, réparer ça. Et on se rend compte aujourd'hui que les quelques dizaines de personnes, du fait que j'ai eu la chance de croiser dans ces organisations-là, elles sont 1000 fois convaincues des diversités. Et elles n'envisageraient même plus de vivre autrement. Et j'ai même entendu parfois, au début de l'aventure, des mots durs sur les personnes trisomiques. Très durs. Des stigmatisations, des lieux communs. Et en l'occurrence, les deux amies dont j'ai parlé tout à l'heure, si elles n'avaient pas vécu au Bon Secours, vous pouvez en dire qu'elles ne seraient jamais devenues amies, et sans être déterministe, je suis prêt à y mettre ma main coupée. Parce que les paroles des uns vers l'autre n'étaient pas forcément hyper positives. Mais, sans en se connaître, on a appris à passer du temps ensemble. C'est un texte, hein, ça apprivoise. Là, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose pour vous au niveau du film, je suis désolé. Bonjour. C'était un petit peu une réaction par rapport à ce qu'a dit le monsieur. C'est que, en fait, moi je suis urbaniste et on essaye d'accompagner des projets justement au niveau de la région. Et la question ne se pose pas sur si les gens ont peur ou pensent qu'ils peuvent vivre avec leur futur voisin. Parce qu'actuellement, nous, on fait beaucoup de sensibilisation, il y a une réponse, il y a une demande des gens qui veulent habiter comme ça. Par contre, on a beaucoup plus de difficultés. Alors la question, c'était plutôt que je veux vous poser sur Arras. La difficulté qu'on a, c'est l'approche avec les collectivités et trouver du foncier. Et en fait, on arrive à monter beaucoup de groupes, parce qu'en fait, il y a un projet qui existe sur Montpellier depuis 2 ans. Et en fait, ça nous sert de vitrine pour des projets futurs. Et c'est un terrain qui nous a été donné dans une ZAC, donc il y a des problèmes à se poser. Mais on monte des groupes sur Montpellier, région Montpellier, et on monte un groupe actuellement sur Nîmes qui cherche un foncier. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire une association de la groupe en janvier 2018. Ils sont à peu près 5 ou 6, mais on cherche du foncier. Et ils cherchent un foncier dans le centre de Nîmes. Et donc voilà, donc c'était aussi pour faire une annonce sur ce groupe-là qui existe à Nîmes. Est-ce que c'est comme un toit? Voilà, c'est comme un toit que j'accompagne depuis 1 an sur la réflexion. Après, il y a aussi des demandes en périurbain, mais là, c'est toujours pareil, il faut trouver du foncier. Voilà, donc la question que je voulais poser, c'était sur Arras aussi. Oui, effectivement, peut-être deux éléments de réponse. Bon, déjà, engagez-vous dans le projet si ça vous intéresse, c'est toujours une aventure humaine extraordinaire. 2 éléments de réponse. Pour avoir du foncier et nourrir ce genre de projet, 2 solutions possibles. Le volontarisme politique. Concrètement, vous allez dire, encore une fois, il est subjectif mais logique. À Arras, par exemple, nous
avons une ancienne friche qui rejoint les bâtiments du centre technique municipal, un ancien collège, les dépendances en fonction et une immense cour de récréation. Tout ça va devenir une nouvelle rue, dans le cadre d'un projet urbain, avec de la mixité occupationnelle, du petit pavillon, du semi-collectif, un petit square et un projet d'habitat participatif qui était le corollaire du cahier des charges pour pouvoir accéder au foncier. Concrètement, on a dit, si un promoteur souhaite s'engager, il doit y avoir dans son projet un élément d'habitat participatif, avec de la mixité fonctionnelle en rez-de-chaussée, qui demain pourrait être un espace réservé par exemple à du médico-social. Bon. Volontarisme politique. Et ça, c'est le patron qui dit, bon, c'est comme ça. Deuxième chose, et c'est ce que j'ai plutôt observé, y compris dans le vieux Québec, c'était intéressant, et à Bon-Secours aussi, c'est la requalification patrimoniale. Voilà. Effectivement, du foncier disponible aujourd'hui, et notamment en ville, ça devient une denrée sacrément rare. Par contre, de l'ancien bâti, qui peut être requalifié parce que les usages changent. Aujourd'hui, l'îlot Bon-Secours, concrètement, il a été libéré parce que l'espace ne correspondait plus à la réalité de ce qu'est aujourd'hui un hôpital. Voilà, un hôpital, on a besoin de place, on a besoin d'un scanner, on a besoin, voilà, ça a évolué. Et donc, ça ne correspondait plus à cet usage-là. Et à un moment donné, quand le nouvel hôpital est construit et puis que l'ensemble du matériel et du personnel soignant et des patients atterrit un petit peu plus loin, on se dit, tiens, que va-t-on faire de cet immense espace construit il y a 150 ans, qui a une réelle valeur architecturale? Objectivement, on ne peut pas le démonter, ce serait une bêtise. Requalification patrimoniale. Ah, très bien, bah oui, une requalification patrimoniale, dans quel sens? On garde un objet social. Ok, intéressant. Précisons cet objet social. Ça, en fait, c'était un hôpital anciennement tenu par une congrégation religieuse. Donc la congrégation en a fait don au bailleur pour l'euro symbolique, à la condition expresse qu'un objet social continuait d'occuper l'espace. Et bien voilà le foncier disponible. Quelques millions d'euros plus tard, il faut les avoir. Voilà. L'îlot Bon-Secours était né en hypercentre, dans un contexte patrimonial hyper valorisé. Les grandes maisons de maître à Montréal, par exemple, qui sont aujourd'hui des choses qui sont inachetables. Quand vous avez une maison de maître à 200 encablures de la rue Sainte-Catherine à Montréal, ça donne 10 000 €, c'est plus vendable, ou à de rares exceptions près. Et bien ça devient l'habitat partagé par la corporation des habitats participatifs de Montréal. La maison de maître, elle est laissée dans son jus architectural vraiment remarquable, mais réaménagée de telle manière à ce qu'elle soit en partie participative et à mon sens par un intermédiaire. La requalification patrimoniale, je pense qu'il est intéressant de regarder de ce côté-là. Et en plus, ça rend service à la collectivité. Vous enlevez une verrue urbaine, vous valorisez un élément de patrimoine local. Et si en plus vous arrivez à créer de la cohérence entre le projet d'habitat et l'histoire du lieu, tout prend sens. Par contre, il faut avoir l'opportunité. Voilà. Ce qui implique aussi du coup un travail de veille. C'est plus simple de construire ex nihilo. D'une certaine manière, c'est plus simple. Et le foncier disponible, qui est gourmand quand même si c'est très rentable en termes d'occupation spatiale, l'habitat participatif, on ne peut pas faire ça sur 300 mètres carrés, concrètement. Il faut déjà des fonciers disponibles qui sont un peu ambitieux. Voilà, ça peut être effectivement rare et ça peut du fait être aussi un élément explicatif du fait que c'est pas encore le modèle dominant, quoi. Voilà. Il y a un certain nombre de barrières qui rendent un petit peu complexe ça et la question foncière, elle est clairement une de ces barrières. Moi, je crois beaucoup en la requalification patrimoniale. Ça donne sens aussi. Je veux savoir que c'est pas un modèle dominant, mais est-ce qu'il y a d'autres exemples à part Arras, surtout Bon-Secours en France? Alors d'autres bons secours très proches de ce système-là, moi j'en connais pas. Il existe des initiatives. On parlait tout à l'heure par exemple des Baba Yaga sur Montreuil.
Mais la philosophie est encore un peu différente. Là, c'est plutôt un groupe de dames hyper investies dans le contexte social de Montreuil qui, avec des parcours de vie parfois un peu complexes, voilà, s'unissent pour partager ensemble un habitat dans une zone où en plus il y avait énormément de pression en termes de possibilités pour trouver des logements. On a des sommes d'initiatives qui sont vraiment très très particulières. Voilà, entre Baba Yaga et Milo Montsour, il y a une philosophie commune, le fait de partager un espace, mais à mon sens, Baba Yaga, c'est pas de l'habitat participatif, c'est pas de l'habitat intermédiaire, pour le coup. C'est plus vrai au Québec. Voilà, c'est plus vrai là-bas. En même temps, en termes d'organisation sociale, comme ça, ça va. On avance. Hein. L'institutionnalisation, en bas, ça n'existe plus. Moi, j'ai visité quelque chose d'assez impressionnant. C'était un pavillon individuel, pour le coup, dans lequel vivaient 4 personnes autistes sévères. Autistes sévères. Alors là, pour le coup, évidemment, elles n'étaient pas en autonomie, mais chacun avait sa chambre, donc d'une certaine manière, quand même son espace propre, mais comme c'était du TED sévère, il y avait un encadrement éducatif 24 heures sur 24, mais quoi qu'il en soit, c'était leur espace, c'était leur chambre, la cuisine était collective, le jardin était évidemment collectif pour les habitants, mais il était aussi pour les voisins. Il était aussi pour l'école d'à côté. Ce qui fait que, bon, il y a un accompagnement nécessaire, parce que c'est vrai que voilà, l'autisme sévère, c'est quelque chose de complexe à accompagner, et bien il y avait du lien quand même. Voilà. Et on avait un rapport à la mixité qui est pas forcément exactement celui que l'on a. Donc même sur des situations aussi particulières que celle-là, voilà, on a des éléments qui existent. Non, en France, encore aujourd'hui, ça va. Il y a aussi à Rennes, ça et là, des expériences de ce type, mais qui ne sont pas du fait qu'il n'y a pas de financement public jusqu'ici en France qui a permis de leur donner du lien. Et un modèle aussi, c'est plutôt disparate. C'est la différence avec l'Allemagne où c'est des projets comme ça, davantage en fait l'objet de financement public. Certainement, ça a changé, puisque la région a des dispositifs qui commencent à encourager le participatif, etc. Néanmoins, il y a une volonté à tourner, c'est complexe, mais je disais un petit peu de manière timide, effectivement, la question financière, elle peut paraître un petit peu comme ça, pas terrible à énoncer, mais peut-être qu'on va y venir par là. Peut-être je vais donner l'exemple de la personne qui a eu besoin de soins et qui a une journée contre un mois, mais ça dit tout son sens. On commence le département à nous donner des exemples de maisons de partage avec des appels à projets qu'on réalise, parce qu'on sait très bien que le coût en maison de retraite est excessif et qu'une vie, effectivement, avec du lien social, une maîtresse de maison, sa commune et tout ça, c'est le remède à tout. De la même manière qu'aujourd'hui, lorsqu'on va habiter trop loin, le banquier demande où est la distance avec la ville et il prend en compte le coût des trajets et voit que les ménages ne vont pas pouvoir honorer leur mensualité. Donc malheureusement, peut-être, ou heureusement, on va peut-être y arriver par là. Monsieur Dardel, vous avez une question sur ce modèle-là, je sais qu'il vous inspire. Non, il m'inspire, mais je ne savais pas comment dire, parce que vous parlez très bien de ce que vous aimez. C'est très clair, mais moi j'ai fait exactement la même conférence il y a 45 ans, beaucoup moins bien faite, beaucoup moins bien faite, je vous rassure, c'est parfait, mais je veux dire, on recule. On recule. Bien sûr, il y a des expériences, l'expérience de Montpellier est vraiment intéressante, bien que la ville ait fait quand même les 3 quarts, 90% de l'avancée, puisqu'elle a fourni l'idée et le terrain. Donc après, il fallait faire rassembler des gens. Ça a été très bien. Mais bon, c'est un peu tout à fait exceptionnel. Mais donc je trouve que ça recule. Par contre, j'ai vu des tas d'expériences que l'on ne connaît pas. Freiburg, on ne connaît pas. Je m'excuse, on ne connaît pas. Il y a 2 expériences, mais complètement, pas du tout à la même échelle.
Donc il dit tous les cages d'escalier, vous prenez, vous aurez un architecte et il va vous faire des trucs qui sont adaptés aux 10 familles, y compris pour l'extérieur, les vélos, le jardin. Bon, ça fait déjà du monde, ça en fait des opérations. Quand des femmes ont le droit de faire des bâtiments, des 70 logements pour des femmes, avec des problématiques particulières de famille monoparentale, etc., d'enfants, de dimensions, etc., quand vous dites ah, vous n'avez pas de voiture, vous avez peut-être besoin d'un quartier sans voiture, ben, ça se coûtera beaucoup moins cher, puis vos enfants, ils seront 80 logements comme ça. Et puis la population complètement asociale, des jeunes, il y en a beaucoup en Allemagne, ce qu'on ne voit pas en France. Enfin, en France, on les voit dans les ZAD, mais on n'accepte pas. On n'accepte pas. On veut bien ne pas faire l'aéroport, mais on n'accepte pas que des gens vivent différemment. Là-bas, tout à fait différent. Ce sont des associations dont on leur a dit, écoutez, il y a quand même des très belles casernes, faites-vous des logements là-dedans. Vous voyez un grand quartier bourgeois, enfin bourgeois, classe moyenne, à l'entrée de ce quartier, vous avez une 70 familles, couples ou individus complètement associés qui construisent leur habitat. Et on est quand même, je trouve que je ne crois pas qu'on avance très vite. Par ailleurs, quand je le faisais en Lorraine, évidemment, il y avait aussi tous les exemples des cités ouvrières où il y avait beaucoup de partage. Je trouve que vous n'êtes pas assez sévère politiquement. Politiquement, si on n'est pas aidé par la collectivité, on n'y arrive pas. Voilà. Ah oui. Il faut que politiquement, ça intéresse. Et c'est dangereux politiquement, parce que 20 familles qui vivent ensemble, même 12 familles qui vivent ensemble, j'ai vu ça dans une ville de l'amour, 12 familles qui vivent ensemble et qui s'entendent bien, qui montent un bel habitat participatif, c'est un pouvoir extraordinaire. On peut accueillir des troupes de théâtre, on peut développer. C'est extraordinaire ce qu'on peut faire quand on est 12. Et j'imagine qu'à Montpellier, avec 23, ça va quand même décoter. Ils doivent pouvoir faire des choses extraordinaires, qui sont à la limite inquiétantes pour un pouvoir central, communal. À la limite. Bon, donc on est complètement dans la capitalisation de notre construction. Donc dès qu'il y a un terrain libre, on sait qui s'en occupe. Et si la collectivité n'aide pas, il n'y aura rien. C'est tout. C'est tout. Donc ça c'est bon, bien sûr, si les gens sont revenus, ça va accélérer plus vite, mais il faut quand même le vouloir la volonté municipale. Je serais presque tenté d'entamer une deuxième conférence pour vous répondre, mais je voudrais traumatiser personne. Non, très rapidement, effectivement, vous avez vu, j'essaie d'être un chantre de l'équilibre sans moignier. Votre vision, elle est militante, je la partage en grande partie. Je considère effectivement, là je vous rejoins particulièrement, que le job de la force publique, c'est d'aider à impulser et ensuite de transmettre. Voilà. Parce que parfois, quand il faut prendre le risque, quand il faut avoir les reins assez solides, quand il faut porter la vision stratégique, aussi inspirée possible et aussi participative soit-elle, on a besoin d'un instrument puissant et ça, c'est la force publique. Et donc, cette capacité d'impulsion, je partage sur mon secours, ce qui fait que c'est possible, c'est que la capacité d'impulsion, elle vient de la ville, elle vient du département, elle vient du bailleur. Bon. Par contre, en France, notamment, on aime bien accompagner l'impulsion, expliquer comment il faut impulser, quand même rappeler que le cadre B 918-21 du CERFOP 21-19, il est appliqué, et puis que en fait, il ne faut pas faire comme ça, mais plutôt comme ça, tiens, faisons une loi. Je suis un chantre de l'équilibre, j'essaye, je ne suis pas un chantre de l'institutionnalisation, concrètement. Le fait, avec le recul un peu critique, du succès, je pense qu'on peut le considérer comme ça, du bon secours, c'est que le projet n'a pas été trop institutionnalisé, voire il a bousculé des lignes en termes d'institution. Un exemple concret, bon, vous savez, les prestations sociales, elles sont individuelles dans notre fonctionnement. Le département du Pas-de-Calais a autorisé que
le montant total de la prestation sociale cumulée des personnes qui vivaient là pouvait être versé en une seule fois, ou bien à l'association d'aide à domicile qui accompagne une personne, et dispatché au regard des moyens réels des gens. C'est-à-dire que d'une prestation sociale individualisée, on est passé à une prestation sociale collective, dispatchable en fonction des situations et des moments. On avait l'impression de monter sur les barricades en 68 quand on a entendu ça. C'est, sans être révolutionnaire, c'est un vrai basculement de ligne quand même. Là, c'est de la part du département, une innovation pour le coup, qui explique que du coup ça fonctionne. Parce qu'un tel qui va très bien pendant un an a pratiquement pas besoin de visite à domicile. Par contre, le voisin ou la voisine, c'est un petit peu plus compliqué, mais il y a besoin d'être plus là. Et donc on a réussi à rééquilibrer comme ça. Ça a bougé les lignes institutionnelles. Effectivement, si on veut, allez, il est un petit peu tard, faisons-nous plaisir, faire rentrer ça dans une boîte, ça disparaîtra. C'est clair et net. C'est pas une boîte, et si l'idée peut être commune, les projets seront nécessairement différents. Et je vais peut-être en terminer par là. On ne fait rien d'autre que parler de durabilité là. Voilà. Pas que de durabilité environnementale, mais de durabilité en général. C'est pour ça que je pense d'ailleurs que le monde durable est en train de mourir de sa bonne mort, parce qu'on n'a pas compris ce que c'était. Là, on parle de durabilité, et l'un des écueils de la durabilité et des gens qui s'engagent dans des projets de durabilité, c'est qu'on le fait à une échelle infralocale, sans forcément le partager, et qu'en fait, quand on cumule tout, c'est une vague énorme. Mais cette vague-là, elle est dispatchée en multitude de vaguelettes qui, aujourd'hui, pour le moment, soyons optimistes, n'a pas encore réussi à se constituer en une grande vague, en un grand tsunami positif, celui-là, qui peut vraiment changer la donne. Et je pense que, parlant de ZAD, ou parlant de projets d'écologie urbaine, ou parlant d'économie sociale et solidaire, ou parlant d'habitat intermédiaire, des situations existent, mais elles ne sont pas encore forcément en lien, on n'a pas encore forcément compris le fond du concept, et on n'a pas encore, et ça, suite aux autres de travailler sur le sujet, réussi à, pour le moment, je pense, à extrapoler l'idée et à l'adapter à la réalité locale de là où ça doit se développer. Un habitat intermédiaire ne sera pas le même à Arras ou à Nîmes, et c'est tant mieux. Parce que Arras et Nîmes, c'est pas la même chose. Les Arageois et les Nîmois, ce ne sont pas les mêmes personnes. On a des histoires, des vécus, de l'histoire locale qui est différente, et du fait de ça, tout ça, ça nourrit les projets. L'architecture, le squelette peut être similaire. Vraiment, entre Sainte-Jeanne au Québec et Bon Secours à Arras, pour moi, le schéma il est exactement le même, mais par contre, ça se traduit et ça s'organise de manière différente parce que les territoires sont différents. Et ce jour, ce sera peut-être ça la vraie révolution. Quand toutes ces petites initiatives, elles réussiront à être finalement englobées dans une même dynamique. Soyons positifs, ça viendra. On se revoit dans 45 ans. Est-ce que je peux non pas vous poser une question, mais vous donner deux exemples qui pourraient se rapporter à tout ce que vous avez dit. Le premier, je ne sais pas si vous connaissez Villeneuvette. Villeneuvette, c'est dans l'Hérault, près du lac de Salagou, Clermont-Lérault. Voilà, Clermont-Lérault. C'est une cité Michelin du XVIIe siècle. Et c'est à l'écart de tout. À l'entrée, il y a le travail enrichit l'homme, ou quelque chose comme ça. Et à l'époque, ça devait être bouclé le soir. Il ne fallait pas qu'il y ait des distractions, il ne fallait pas aller au bistrot. Et bien maintenant, beaucoup de ces habitations ouvrières ou de cadres sont devenues des résidences plutôt de vacances, et je pense de personnes qui cherchent des espaces se prêtant à des activités collectives. Et le deuxième exemple, c'est dans une ville industrielle bien connue, Saint-Étienne,
Là, il y a des... Je ne sais pas si vous connaissez les maisons sans escalier. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est 2 immeubles. Moi, je les voyais de mon bureau quand je travaillais à Saint-Étienne. Je me demandais bien pourquoi les fenêtres n'étaient pas au même niveau. Pourquoi elles étaient décalées. Ben, c'est tout simple quand on rentre à l'intérieur. C'est 2 immeubles en forme d'anneau. Et à l'intérieur, il y a une rampe d'accès. Voilà, vous avez fait le geste, madame. Actuellement, enfin moi ce qu'on m'a dit quand j'habitais Saint-Étienne, on m'a dit ça a été habité par des gens qui y croyaient dans les années 30, par des gens qui étaient jeunes à l'époque. Aujourd'hui ils aimeraient bien avoir un ascenseur. Mais je pense que cet espace, c'est un patrimoine architectural. Bon, un ascenseur serait facile à faire, hein, de façon tangentielle dans la cour intérieure. Et je pense que ça pourrait se prêter à ce genre d'expérience. Voilà. Je partage totalement. Moi, je viens d'Hénin-Beaumont, malheureusement connu pour des raisons, mais... Tu connais l'Allier, t'as... Ah bah voilà, ouais. Je n'étais pas encore là. Mais je me souviens bien de mes grands-parents me raconter ce que c'est une cité minière. Oui. Voilà, et le fait qu'en fait, on vit dehors, et puis que les portes restent ouvertes, et puis que les petits jardinets devant sont des espaces en fait collectifs où on voit un pied rouge et où on se rencontre et où on discute. Oui, mais en étant homogène socialement. C'est vrai. Et donc, garder cette philosophie-là en travaillant la mixité. Parce que les cités minières, c'est comme les cités Michelin. Il y a une homogénéité. Il y a les maisons des cadres à l'entrée, derrière, il y a les corons. Oui. Je ne sais pas très dans quel type d'habitat vous le classez. Il y a évidemment Pierre, un exemple à Bordeaux d'un bâtiment qui regroupe des bureaux et 50 logements sociaux. Donc le principe, c'est pour le chauffage. Le chauffage est gratuit pour les logements sociaux parce que ce sont les bureaux qui chauffent et qui payent. Ce sont les serveurs informatiques. Enfin voilà, c'est ça. C'est ça précisément. Et ça chauffe, et donc c'est gratuit pour les personnes habitant les logements. Je ne sais pas après si les gens sont en contact. Ils ont un petit problème électrique. Les serveurs informatiques, ils marchent 8760 heures par an et on ne se chauffe pas 8760 heures par an. Je ne sais pas quel type d'habitat. À la limite. Moi, l'habitat, je veux dire, c'est une définition. Voilà, c'est une aspiration, moi je le vois plutôt comme c'est le même sujet. C'est le même sujet. C'est le même. Donc, et vous appelez habitat intermédiaire quelque chose de différent. Oui, moi je le vois plutôt comme une inspiration. C'est votre sujet. Est-ce qu'on pourrait dire en conclusion que l'habitat intermédiaire par rapport à l'habitat participatif est quand même plus social? Pour moi, l'habitat participatif est un élément parmi d'autres choses de ce qu'est un habitat intermédiaire. C'est plus vaste. C'est plus vaste. C'est participatif, mais c'est aussi inclusif, c'est aussi transitionnel en termes d'espace. C'est animé avec un réel projet d'établissement, finalement. Au-delà du fait d'habiter ensemble, ce qui est déjà extraordinaire, mais il y a un réel projet sur le travail de l'interdépendance, etc., qui peut se faire naturellement dans un habitat participatif. On apprend à se connaître, on se rend service mutuellement, mais ce n'est pas forcément organisé, accompagné et animé à dessein. Pour moi, c'est un élément de la définition. Sauf que 30 ans, ça devient. C'est possible. C'est possible. Mais l'enjeu du renouvellement et de la continuité de la mixité. En tout cas, merci beaucoup, c'était vraiment intéressant d'échanger. Dernier volet sur l'habitat la semaine prochaine. Le mois prochain, le 29 novembre, sur l'habitat dans la tête, surtout, avec un psychologue et un psychanalyste qui pourra revenir justement sur des fois un petit peu les freins qu'on a à aller vers des personnes qui sont différentes, etc. Mais qui est également, comme on a, très à l'aise et passionnant. Voilà. Merci à vous.